à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. On va démarrer une nouvelle semaine, c'est l'avant-dernière avant la fin. Et on va démarrer notre émission avec un rendez-vous au sommaire. Création 2018, le festival de la mode, des arts et du design va commencer le 15 juin prochain. Alors, quel est le programme de cette 4e édition? Réponse avec Véronique Valentine Calandine qui va arriver. Elle est accompagnée de créateurs. Bonjour à tous. Bonjour David, aujourd'hui l'interview décalée. Alors Freud n'a qu'à bien se tenir, vous allez dresser le profil psychologique de nos invités. Tout à fait, à défaut de faire votre portrait psychologique, ce serait trop long, il y aurait trop à en dire, donc ce sera le portrait de notre invitée Véronique Valentine Calandine. Allez, à suivre Faustine, elle va dresser le portrait de Jean-Pierre Derieux, c'est l'homme qui murmurait à l'oreille des oiseaux. Elle va être en direct de la ville de Pétraboune pour nous faire découvrir une collection de plus de 600 oiseaux. Enfin, à 13h, pollution lumineuse. Quelle est l'incidence de l'éclairage artificiel sur notre santé, sur la faune ou sur l'observation des étoiles? Réponse avec Jean-Pierre Roux et Lucien Luciani, sans oublier Marine qui fait son grand retour. Bonjour Marine, et qui va nous parler d'histoire, un petit peu d'histoire aujourd'hui. Oui, d'histoire, effectivement. Ben oui, les partiels sont finis, c'est bientôt les vacances. Allez, voilà pour le programme de cette journée. On peut démarrer pendant notre première partie d'INSEM. Bonjour à tous et bienvenue. Alors je vous le disais, du 15 au 17 juin prochain se tiendra la nouvelle édition de Création. C'est un festival qui est dédié à l'art, à la mode et au design. Ce sera l'occasion de découvrir plus de 70 créateurs et artistes en tout genre et puis de revenir sur cet événement avec Véronique Valentine Calandine, qui est la créatrice et directrice du festival, qui va nous faire son entrée. Ben, c'est une entrée de star. Elle est accompagnée de Laurence Alessandre. Et bonjour Laurence, vous êtes créatrice de bijoux. Dans le public, nous avons Lynn Lenné. Vous êtes créatrice et vous travaillez le cuir. Et on a également Frédéric Léonard qui travaille les luminaires en bois. Je vous en prie. Bonjour Véronique. Salut. Je vous en prie, asseyez-vous. Et puis Tom. Salut Tom, qui aussi nous accompagnera tout au long de l'émission. Alors Véronique, prenez place, je vous en prie. On va faire un petit récap sur le festival, si vous êtes d'accord. C'est la 4e édition cette année. Alors comment le festival il a évolué depuis la création en 2015? Alors il est jeune, hein, puisque c'est la 4e édition. Il évolue très vite. Il y a une forte demande, mais en fait il y avait un fort besoin. C'est-à-dire que les créateurs qui travaillent souvent dans l'ombre, dans leurs ateliers, n'étaient pas valorisés. Donc on a senti effectivement un besoin. Donc d'un côté, on voulait valoriser la création insulaire. Et puis du coup, donner une image un peu sexy et glamour à Bastia. Tant qu'à faire. Et effectivement, de l'autre, c'est devenu un peu une marque, quoi. Donc Création Bastia. Donc voilà, c'était valoriser ces créateurs. Et en fait, il y a eu beaucoup de manifs. Il y a beaucoup de manifestations en Corse liées aux produits régionaux. Effectivement, on met en valeur beaucoup de choses, le vin, l'huile d'olive, le fromage, etc. Mais on ne valorisait pas les talents. Et aujourd'hui, voilà, on est dans le tourisme de savoir-faire. D'accord, donc la création. Donc ça, c'est le point de départ. Mais comment est-ce qu'il a évolué au fil du temps? Alors, il a évolué, il est monté en qualité. De toute manière, c'est le mot d'ordre de la manifestation. C'est-à-dire qu'on ne veut pas de foire, on ne veut pas de salon, on ne veut pas de marché. C'est un festival. Et ça, vous y tenez. On y tient, mais on tient encore plus au lieu. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être sous un vélum sur la place Saint-Nicolas, qui est magnifique. En fait, on veut, ce qui l'embellit, c'est qu'il est dans le palais des gouverneurs, et il est place du Donjon, il est dans le musée de Bastia. Et ça permet, en fin de compte, de, je dirais, de rendre le patrimoine vivant et d'avoir ce côté décalé qui nous plaît. L'affiche le montre. Je salue d'ailleurs le travail de Sylvie Lézier et de Simone Grimaldi et du mannequin. Qu'on salue. Voilà, donc ce qu'on aime, c'est le décalé. Et on voulait faire quelque chose de décalé. Alors on va avoir une toile du XVIIIe siècle. Et puis on va avoir au milieu le maillot de Calarène. Voilà, donc c'est ça. Est-ce que ça va donc se passer au palais des gouverneurs? Tout à fait. Plus précisément, vous allez investir même la place du Donjon. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas pousser les murs. Donc on a énormément de demandes, de plus en plus, donc de nouveaux créateurs, de jeunes créateurs. Donc on a les gros porteurs, ce que j'appelle des créateurs matures, comme Aquadilla, Karmakoma, Benoît, etc., qui viennent plus pour soutenir la manifestation et en même temps donner des conseils aux nouveaux.
Et on a effectivement ces jeunes qui démarrent. Et donc on a beaucoup de demandes, on ne peut pas pousser les murs. Alors on s'est un peu étalé sur la place du Donjon et on fait un petit Montmartre avec le côté artiste, peintre, photographe et sculpteur. Alors qu'est-ce qui organise cet événement? Alors en fait, il est entièrement construit, fabriqué, réalisé par l'équipe de l'Office de tourisme. En fait, de la ville de Bastia, donc, hein. De l'agglomération de Bastia. Donc en fait, on n'externalise rien, on fait tout en interne, ce qui demande beaucoup de travail, mais on le fait avec passion et je dois saluer une équipe passionnée par ce travail et par tout le reste, qui fait un boulot formidable. Alors, je peux même confier à nos téléspectateurs que vous étiez déjà en train de parler de l'édition à venir. Alors, les créateurs qui vont exposer, ils seront 72, si je suis exacte, des créateurs, des artistes. Comment vous les avez choisis? Alors, il y a un cahier des charges. D'abord, effectivement, il y a 60 créateurs, parce qu'il n'y a pas plus de place dans ce musée. Il y a des contraintes techniques, et c'est normal. Et ensuite, on a effectivement le reste, donc en extérieur, artiste. Le choix se fait sur la base d'un cahier des charges qualitatif. C'est-à-dire qu'on veut effectivement une opération à haute valeur ajoutée qui apporte quelque chose, je dirais, à la ville, aux visiteurs, etc. Et ce cahier des charges, il se fait sur les créations, la qualité des créations. Il faut qu'elles soient effectivement... De toute manière, c'est des créateurs qui sont en Corse. Il n'y a que des créateurs corses. On voit défiler énormément de très très jolies choses oui. qui donnent envie forcément. Alors moi j'ai envie qu'on passe un petit peu la parole aux créateurs, oui. Puisqu'ils sont là. On va commencer avec Laurence. Qu'est-ce que vous allez proposer au public? Qu'est-ce que vous allez faire découvrir au public? Des collections de bijoux fantaisie. Ça fait combien de temps que vous faites ça? 7 ans. La marque à l'âge de raison. Donc des bijoux. Lynn, le micro qui est là-bas, hop, sur le menton. Qu'est-ce que vous allez proposer? Bonjour. Moi, je travaille le cuir et essentiellement en cette saison, je fabrique des sandales entièrement à la main. Ah bah oui. Enfin, voilà. Cette saison, ça va bien. Le printemps, l'été devrait bientôt arriver. Hein, voilà. D'accord. Quant à Frédéric? Eh bien, moi, je fais des objets en bois, des luminaires, des tabourets, des tables, avec un système de bois qui en lamellé collé. Donc on voit des univers très différents. Est-ce que c'est la première fois que vous participez au festival? C'est la deuxième fois pour moi. La deuxième? Oui. Lynn? Aussi, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté de participer à ce festival? Apporter, je le disais à Véro juste avant de rentrer en plateau, c'est peu dire. C'est que moi, je travaillais le cuir et on est dans nos ateliers et on produit. Et un jour, on a Véro et André de l'Office du tourisme qui nous disent « envoie-moi des photos » et on envoie des trucs... Enfin, j'ai envoyé mes pieds en photo parce que j'avais rien de spécial. Et je me suis dit « on m'appellera jamais » et elle m'appelle super motivée et allez, c'est parti. Et ben depuis, j'ai monté mon atelier en ville. Ah oui, d'accord, ça peut être aussi un vecteur de développement d'entreprise. C'est à la fois un vecteur de développement et un outil formidable pour nous parce qu'on est aussi porté par cette équipe. Ils sont pas nombreux, mais ils ont une énergie débordante. Par les grands, comme Benoît, Calarène, comme Aquadi, là, parce qu'on est dans la cour des grands un petit peu. Donc ça met une pression plutôt positive. Et on a le retour des gens aussi. Et ça, c'est énorme. Quand on sort de l'atelier et qu'on a le retour des gens, c'est génial. On voit énormément d'enthousiasme quand Lynn en parle. C'est génial. Donc je pense que vous avez hâte forcément. Ah oui, chaque année c'est la deuxième. On a beaucoup de pression pour produire à temps et essayer de faire des pièces un peu à la hauteur du festival parce que c'est le festival du beau. Ah bah mais c'est génial, on est tous super contents, on a hâte. C'est la même chose pour vous, Laurence? Oui, c'est un moment attendu, c'est vrai. Ouais. Et puis ça nous pousse à faire de belles choses, à se poser des questions sur la façon dont on va présenter nos créations. Il faut que ce soit à la hauteur de l'événement, qui est vraiment haut de gamme. Alors on vous qualifie de grande oui. Dans la cour création. Bon, il y a chaque année, oui, il y a toujours une réflexion à mener et ce festival, c'est l'occasion de pousser un peu plus haut la barre. D'accord. C'est bien. Alors, on va faire une petite parenthèse, si vous êtes d'accord, avant de poursuivre avec le parrain de cette édition, et avec Davia. Davia, Freud n'a qu'à bien se tenir, c'est notre chroniqueuse psy, et elle a décidé de sonder un petit peu votre esprit pour dresser, alors en 3 minutes, votre profil psychologique. Bonne chance. Alors bonjour Véronique Valentini-Calandine, vous êtes donc la directrice du festival Création, un festival organisé
à la citadelle de Bastia. Alors Véronique, est-ce qu'inconsciemment le choix du lieu pourrait vouloir dire que la création Corse est un milieu impénétrable pour qui s'y trouve à l'extérieur? C'est mon micro qui est tombé, ça. Ah bon, tout va bien. Je vous en prie. Alors, par rapport au lieu, c'est-à-dire le lieu plutôt fermé? Voilà, parce que les citadelles, voilà. Oui, tout à fait, le donjon imprenable. Alors, pour vous répondre, en fin de compte, ce lieu magique, je peux vous dire que des Bastiais et des gens de toute la Corse, en tout cas des Bastiais, ce qui est encore plus important, nous ont dit c'est la première fois qu'on entre au musée. Et c'est la première fois qu'on voit les jardins du gouverneur. Donc voilà, donc c'est quand même un lieu qui s'ouvre. Donc c'est vrai que maintenant il y a une nouvelle équipe dynamique qui ouvre le musée, mais ça a permis aussi de rendre ce patrimoine un peu plus accessible. Très bien. Nous poursuivons? Oui. Qu'emporteriez-vous, Véronique, avec vous sur une île déserte? Alors ce serait plutôt un bouquin de Freud pour interpréter vos rêves ou un album de Thomas Dutronc qui est le parrain de cette nouvelle édition? Je dirais mon bracelet d'Aquadilla, allez. Je vote en touche. Ni l'un ni l'autre? L'album de Thomas, allez. Allez, l'album de Thomas. Est-ce que vous pensez, Véronique, que l'art ou le processus de création est un symptôme de nos névroses? Non, non. Pas forcément. Je sais pas, non. Vous n'êtes pas une artiste névrosée, vous? Ça vous permet pas de résoudre des conflits? L'art, c'est... La névrose, je crois que c'est pas seulement pour les artistes. On est tous plus ou moins concernés à différentes échelles. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec Freud parce que pour Freud, l'art est un royaume intermédiaire, en fait, entre la réalité qui interdit la réalisation du désir et le monde de l'imaginaire qui l'autorise sans l'incarner. L'art accomplit, selon lui, donc une réconciliation entre le principe de plaisir et le principe de réalité. Alors, Véronique, pourquoi, selon vous, parle-t-on davantage aujourd'hui de sport que de culture? En Corse, bien sûr, mais aussi dans le monde. Parce que c'est populaire, le sport. Donc, on sait que le foot, c'est effectivement le sport le plus regardé au monde. C'est très populaire, donc c'est ouvert à toutes les catégories sociaux, du moins à tous les âges et à toutes les catégories, on va dire. Bon, surtout le foot. Et quand on voit que le deuxième événement le plus regardé est le Tour de France cycliste, voilà, parce que c'est ouvert à tous. Alors, avant-dernière question, vous parliez tout à l'heure, on va la remontrer de l'affiche, moi la dernière on la voit, hein, de l'affiche de Création, et vous avez dit que vous souhaitiez une affiche un petit peu décalée. Oui. Alors on le voit hein, par les couleurs, avec une femme. Aujourd'hui, voilà, les langues se libèrent, l'affaire Weinstein, tout ça. Est-ce que pour l'année prochaine, puisque vous aimez bien le décalé, on pourrait imaginer un homme, par exemple, dans cette tenue? Est-ce que ce ne serait pas plus décalé selon vous? Alors, pourquoi pas, hein. Donc on peut très bien même mettre un homme avec un string et avec effectivement le drapeau corse, parce qu'en fait c'est le drapeau, hein, les gens le voient mal, mais c'est le drapeau rose. Pourquoi pas, donc en fait, bon, moi ça me gêne pas du tout, quoi. Absolument pas. Donc la prochaine, on pourra peut-être voir un homme. Oui, tout à fait. Oui. Ah là, vous faites des propositions, vous. Ouais, mais c'est comme ça. Tant qu'à faire. Thomas Dutronc, c'est d'accord. Pourquoi pas? Ce serait barésie. Mais c'est vrai, parce que toujours des femmes en barésie, on a un peu envie de voir des mecs en barésie aussi, non? Ça peut être sympa. Et enfin, est-ce que vous pensez qu'un artiste doit pouvoir conserver sa liberté d'expression afin de faire passer des messages quitte à choquer? Oui, tout à fait. Super. Ah oui, tout à fait d'accord. Merci. Vous mettez ça par écrit, vous me faites le compte-rendu? Je vous envoie ça par mail. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. Allez, je vous le disais, à suivre, direction Pétrabougne. Faustine est en compagnie de Jean-Pierre Riu. Alors, il est connu pour sa passion automobile, mais également, il est passionné par les oiseaux. Faustine, qu'allez-vous nous faire découvrir? Bonjour. Effectivement, Célia, une passion peut en cacher une autre. On le connaissait, star des rallyes. Jean-Pierre de Riu est aussi un passionné d'oiseaux. Il nous fait découvrir son univers et vous allez voir, c'est assez étonnant. Venez. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors, comment est née cette passion pour les oiseaux? Explique-nous. Cette passion est très ancienne. Elle est née lorsque j'avais l'âge de 4 ou 5 ans peut-être. C'est mon papa qui était passionné et qui m'a appris à connaître les oiseaux, appris à les élever, à les reproduire en captivité. Tu as 700 oiseaux. Comment est-ce que tu t'organises au quotidien? J'imagine que c'est énormément de travail. Oui, surtout en ce moment, c'est énormément de travail parce que l'élevage est en grande frénésie.
Les femelles sont dans le nid, les oiseaux se reproduisent, et donc c'est un moment qu'il ne faut pas rater. Et en effet, vous avez raison, il faut travailler. Mais c'est quoi ta journée type? Qu'est-ce que tu fais? Ma journée, c'est debout à 5h30, 6h, contrôler tous les nids parce qu'il faut surveiller les naissances. Il faut baguer les oiseaux, sinon on n'est pas en accord avec la législation. Et il faut contrôler l'état de santé des oisillons, les alimenter de manière différente, puisque aujourd'hui il faut l'alimentation soit très riche en protéines, varier l'alimentation aussi, donc il faut s'en occuper vraiment. Il y a un vrai travail sur la lumière aussi, parce que tu essaies de les élever dans des conditions très proches de la nature. Oui, bravo. La lumière est très, très importante. L'oiseau est géré par la lumière, par l'intensité de la lumière, par la qualité et par le nombre d'heures de lumière. Et en effet, lorsque les journées se rallongent, tous les oiseaux ont des charges hormonales qui fait qu'ils rentrent en période de reproduction. Donc, ils s'accouplent, ils tombent amoureux, ils s'accouplent, la femelle pond, et puis la magie de la naissance. Alors justement, tu nous le disais, comment ça se passe la reproduction en ce moment? Est-ce que c'est toi qui l'organise? Comment raconte-nous? Alors, je suis un sélectionneur. Je fais de la compétition, je participe à des concours, donc je sélectionne les couples. C'est moi qui choisis les couples, de façon à avoir toujours des oiseaux toujours plus beaux, parce que, en toute modestie, en captivité, on arrive à avoir des oiseaux, en général, toujours plus beaux que dans la nature. C'est le but, Donc, je crée les couples petit à petit créent des liens, et puis la femelle pond, et puis 13 jours après, on a les premières naissances. 4 ou 5 jours après, il faut baguer les oiseaux. Il faut que chaque oiseau ait sa pièce d'identité, qui est une bague que je mets à travers la patte, une bague inamovible. Et puis après, c'est encore magique parce que petit à petit, au bout de 15 jours, ils sortent du nid. Et au bout de 25 jours, ils s'alimentent tout seuls. Et puis voilà, on a un nouvel individu qui arrive. Tu es un spécialiste aussi de l'hybridation. Oui, c'est ma grande passion, l'hybridation. L'hybridation permet d'aller un petit peu contre nature parce que les espèces, en général, il y a des barrières pour pas qu'il y ait des milliards d'espèces différentes. Mais en faisant des accouplements plus judicieux, peut-être en provoquant un petit peu la nature, justement, on arrive à voir des résultats spectaculaires, à créer un nouvel oiseau, par exemple, entre un chardonneret et un verdier, ou alors entre un canari et un chardonneret. Donc, du coup, on a un oiseau totalement différent et nouveau et qui vous appartient un petit peu. Mais l'objectif de ces hybridations, c'est aussi les concours. Comment se passe un concours? Absolument, c'est le concours, oui. L'hybridation, encore une fois, c'est vraiment une spécialité, une spécialisation. Il faut y travailler beaucoup, il faut quand même être un petit peu ornithologue, sinon je vous dis, c'est contre nature. Donc, l'hybridation, une fois qu'on a obtenu, c'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de barrières naturelles qui font que les œufs sont souvent pas fécondés, ils sont clairs. Une fois qu'on a obtenu un nouvel hybride, on a espoir qu'il soit plus beau que celui du concurrent, et nouveau, surtout que ce soit une nouveauté mondiale. On le présente à un concours. Moi, j'en fais qu'un. Je fais un seul concours parce que les oiseaux, en général, ils souffrent pendant le transport, ils souffrent pendant l'exposition. Les spectateurs, c'est bien qu'ils soient vus par les spectateurs du monde entier, mais bon, c'est quand même pénible pour les oiseaux, donc je fais un seul concours par an. Et il y a un concours de beauté qui est fait, donc comme les chats, comme les chiens, comme les concours des autres animaux. Et j'ai la chance de gagner souvent. C'est une passion que tu transmets à tes filles aussi. Absolument. Ma petite fille, je trouve que dans l'éducation, à mon avis, ça doit être même obligatoire que d'apprendre aux enfants la nature en général. Mais ma fille, elle vit dans le potager, elle a toutes sortes d'animaux à la maison. Et aussi, en ce moment, elle a un couple de canaris qui se reproduit dans sa salle, dans sa chambre. Alors, si on trouve un oiseau blessé, est-ce qu'on peut faire appel à toi, Jean-Pierre? Absolument. Pas toujours je pourrais l'adopter parce que les oiseaux ne cohabitent pas tous. Mais je ferai plaisir de donner un conseil, en toute modestie, dans la mesure du possible, de donner un conseil ou de donner même une aide pour essayer de sauver. C'est avec grand plaisir.
Merci, on reviendra te voir parce qu'il y a énormément à dire sur les oiseaux. C'était une présentation un peu générale. Nous, demain, on se retrouve à Guizogne, on prend de la hauteur. Allez, j'espère que ça vous a plu, Adouman. Ça nous a plu. Allez, à demain, Faucine. On rappelle le Création, 4e édition, le festival des arts, du design et de la mode. Pardon, ça va se tenir du 15 au 17 juin prochain. Alors, vous l'avez dit, place du Donjon. La place du Donjon aura des allures de Montmartre. Et pour l'occasion, eh bien, Marine va revenir sur l'histoire de ce lieu emblématique. Ce sera juste après son jingle. Vous l'avez dit, le festival Création, il va se passer au musée de Bastia. Donc, a due deciso di parlare appena di storia di città da Bastia. Infatti, la città di Bastia è chiamata Terranova perché è in posizione in cui il porto cardo, che è il porto di Bastia. E il primo edificio costruito a Terranova è stato costruito al XIV secolo da un governatore genuese, Leonardo Lomellini, ed era una costruzione fortificata, che ha dato infatti il suo nome alla città di Bastia, la Bastille. E la costruzione dopo sarà appena ingrandata tra il XV e il XVI secolo e sarà a residenza di governatori genuesi fino al 1768. Accanto al palazzo di governatori ci si trova il casamento di nobili 12, infatti erano 12 nobili che ogni mese aiutavano il governatore di Genova per i suoi affari politici. Allora, di sicuro, con i cambiamenti politici, il palazzo ha cambiato appena di funzioni, ma ferma come uno dei monumenti della città di Bastia i più famosi della città, con il suo campanile, il suo torrione e con il suo ponte elevatorio. E, per esempio, il palazzo sarà occupato dall'armata fino agli anni 50 e in 1952 si installa il primo museo etnografico di Corsica, ma presto le collezioni non corrisponderanno più alla tesi del pubblico e ci sarà cambiato di progetto. E è per questo che un progetto per riabilitare il palazzo e propone una nuova esposizione sarà messo in ballo e il museo di Bastia sarà inaugurato nel 2010 dalla municipalità. 3 temi sono sviluppati in questo museo. In un primo tempo si parla dell'evoluzione della città con l'urbanismo, l'architettura e i mobili. E in un secondo tempo il secondo tema è consacrato alla storia di Bastia come un centro di potere politico, economico e religioso. E infine il terzo spazio parla di Bastia come una città focolare, culturale e artistico, con letteratura, a scultura e a pittura. Allora, il Festival Creazioni al Palazzo di Governatori è appena il prolungamento di questa mostra del Museo di Bastia e mi faccio pensare che è di noi della continuità della tradizione artistica della città di Bastia. Merci beaucoup, Marine, notre chroniqueuse de l'université. C'est bien. On est très très fiers. Alors, l'émission est bientôt terminée. Moi, je vous le disais tout à l'heure, j'aimerais qu'on parle du parrain. Thomas Dutronc, cette année. Alors, pourquoi lui? Comment vous l'avez convaincu? Alors, d'abord, un petit retour en arrière. Le parrain 2017, c'était André Manoukian, déjà un grand monsieur, très agréable, très doux et avec beaucoup d'humilité. Et Thomas, c'est notre ami qui fait partie de l'équipe. Donc, vous voyez, entre Simone, Grimaldi, qui maquille, je dirais, les stars, et Thomas. Donc là, c'est Francine Massiani qui l'a contacté. Donc, il a dit oui tout de suite, bien évidemment. Il a dit, je serai toujours là pour aider la Corse et je suis heureux de participer. On a l'impression que c'est une bande de copains qui portent le festival. Il y a beaucoup d'amitié, en fait, sur ce festival. Il y a qui vont se créer, se nouer aussi. Des espèces de liens qui se créent. Et d'une année sur l'autre, ils se retrouvent. Parce qu'à la base, en fait, au premier festival, ils ne se connaissent pas. Ils s'appellent par leur nom de créateur. C'est toi, Kitsune? Ah, ben moi, je suis, Tianto, par exemple. Et en fait, ils connaissent les créations, mais ils ne connaissent pas les gens. Et il y a une espèce de, je ne sais pas, peut-être, c'est peut-être pas à moi de le dire, mais en fait, moi, je le ressens, quoi, une amitié. Un lieu un peu magique, un événement magique. Qui se crée, bien sûr. Oui. Dans le partage aussi. Dans le partage, c'est effectivement un événement avec un côté développement de tourisme, savoir-faire. C'est un événement pour une dynamisation économique, bien entendu, mais c'est aussi
une manifestation pour une entraide, un partage, une espèce de plateforme où les créateurs vont se rencontrer et vont poser leurs difficultés en termes de marketing, de commercialisation. Et même, j'en ai vu avec une espèce de co-branding où un va travailler avec l'autre, comme le fait Shadow avec Lynn Lenné. Voilà, donc c'est le partage. Le partage, les rencontres, la mutualisation. Allez, un petit peu de logistique. Combien de personnes sont attendues ? Alors, à peu près 5000, mais encore une fois, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas la quantité. Ce sont des... En fait, c'est un peu une niche. Donc, les gens qui viennent sur ce festival viennent par affinité. Ce sont des affinitaires, des clientèles affinitaires. On n'est pas sur du grand public, voilà. Comment on fait? Il faut des passes? Est-ce que c'est libre? Alors, il y a une billetterie, hein, donc effectivement, avec un tarif journée qui est à 5 € et un tarif soirée qui est à 15 €, comme dans tous les festivals. Et le bruit, à un moment donné, courait dans Bastia que c'était sur invitation. Absolument pas du tout. Pas. Non. En fait, des invitations, il y en a, mais c'est simplement pour les gens qui nous ont aidés financièrement. Et c'est normal. Très bien, mais en tout cas, on vous remercie infiniment d'être venu nous présenter Création 4e édition. Ça démarre le 15 juin prochain jusqu'au 17. N'hésitez pas, allez-y, ce sera l'occasion de découvrir de très beaux créateurs. Merci infiniment à tous d'être venus en plateau. INSEM, ça continue. On va parler pollution lumineuse. Alors, quelle incidence les éclairages artificiels ont-ils sur notre santé, sur la faune ou sur l'observation des étoiles? Eh bien oui, c'est Jean-Pierre Roux et Lucien Lucian qui vont tout nous expliquer. Ce sont deux astronomes ajaxiens. On va en parler juste après le flash de 13h. Bougez pas, à tout de suite.